Salut à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de PL Club, première émission de l'année 2025. Et pour cette émission, à mes côtés, Fred. Salut. Bonjour, Fred. très bien. Salut Bruno. Est-ce qu'on peut encore souhaiter la bonne année à nos abonnés ou on est hors délai? Non, jamais hors délai, jusqu'au 31. Non, mais bon, ça va, on l'a déjà fait 82 fois chacun. C'est vrai, sur les ils ont matchs. leur dose, quoi. Passons à autre chose. Direct. Effectivement. Avec nous aussi, le plus fidèle des fidèles, Christian. Salut Chris. Bonsoir messieurs. Il s'est passé tant et tant de choses depuis la dernière émission. On en a beaucoup parlé dans les émissions de l'Europe des 11. On a fait des dizaines de matchs en direct et on reste avec ce même ressenti, c'est-à-dire qu'on vit vraiment une saison de Première Ligue exceptionnelle, Bruno. Oui, on sort des phrases qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Manchester City n'est toujours pas dans le top 4. On n'a pas dit ça souvent. Manchester United est quasiment sauvé. Imaginez un peu ces phrases spectaculaires, mais qui ont du sens. La qualité générale de cette Première Ligue, pour moi, n'a jamais été aussi bonne parce qu'il y a un tas de petites équipes supposées petites qui jouent un beau football de 1 et de 2 qui créent des surprises pratiquement chaque semaine. On va parler de ces équipes notamment dans cette émission. On va préfacer comme d'habitude les rencontres du week-end prochain. Ce sera la 23e journée de Première Ligue. La 22e a été très très riche en buts marqués, 39 buts. C'est énorme, on s'est bien amusé à regarder les résultats. Alors les résultats en vert, ce sont les victoires à l'extérieur. Il y en a 6, c'est beaucoup. C'est énorme, mais je crois que c'est une tendance. C'est de plus en plus difficile, je trouve, de s'imposer. Ce serait intéressant de voir les stats parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, on gagne beaucoup plus en déplacement qu'avant. Et vous aurez remarqué que la seule équipe à ne pas avoir marqué au moins 2 buts en déplacement, c'est Wolverhampton. Toutes les autres, on a marqué, les équipes visiteuses ont beaucoup plus marqué que les équipes qui recevaient. Voilà peut-être quelque chose à étudier de près. 3 victoires seulement à domicile, un partage. Impressionnant. Surprenante Première Ligue. Tout au long de cette saison, 39 buts marqués, c'est presque 4 buts par match. C'est une très belle moyenne. Et pourtant, peut-être parce que Bruno est là, on va commencer cette émission par les plus beaux arrêts des gardiens. Enfin, parce que bon, même s'ils ont souffert ce week-end, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été mauvais. Donc, on avait envie de les soutenir un petit peu avec cette séquence. Regardez. The 7th minute of added time. It's Tonali. Good save, Kepa Arrizabalaga. Tonali striking the ball, well saved by Kepa Arrizabalaga. It's a little bit messy, but Forest keep it alive. Jota Silva, Chris Wood's waiting. Anthony Elanga, it's bottled, but off the line. Well, between Aaron Ramsdale and Bednarek there, they've done brilliantly well. And it's a great save by Aaron Ramsdale down to his left, and a good block in the end by Bednarek. Again, getting it into a good area. It's a fine save from Dubravka. Brooks, he just puts it into an area where it's a striker's dream, and he just saying, go to tap that. And as Dubravka makes the save from a Torres shot. Munoz looking for Mateta, he'll take it on here. What a good strike that was, and pushed away by Fabianski. It's a good save from a guy in top form. Cora. Feet of Calvert-Lewin. It's a good strike and a fine save from Kinski. Lindstrom hit that ever so well, and Kinski made it look comfortable enough, but it was tricky. Ball back from Ouattara. Semenyo crossing the near post. Oh, Dubravka just got there in time. See how Brooks, he did the little inside flick, and he's got Dubravka scrambling, and that is a marvellous save. To be able to get across low, pushed away from goal. Après une séquence pareille, moi je vois toujours évidemment les yeux de Bruno qui pétillent. Si on n'avait pas de bons gardiens en Première Ligue, ça veut dire qu'on aurait encore plus de buts. Oui, regardez la saison de Cels, mais quand je vois Dubravka, Fabianski, Ramsdale, c'est dans les vieilles casseroles, Philippe, qu'on fait les meilleurs gardiens. Peut-être, effectivement. Bon, on va préfacer les matchs du week-end. Il n'y a pas de match, c'est un peu exceptionnel, mais pas de match samedi à 13h30. On commencera donc le week-end avec Goals of the Day, dont le match fil rouge sera Liverpool-Ipswich. Pas de problème pour les Reds, en principe. Fred? En principe, nous sommes en Première Ligue. Mais ça devrait le faire sans aucun problème, évidemment. 34 points de différence entre les deux équipes. Mais bon, on a parlé de surprise régulière, on verra. Si Ipswich défend comme la semaine dernière face à City, on est d'accord,
C'est cuit. C'est cuit. OK. Autre rencontre dont on parlera dans Goals of the Day samedi, Bournemouth, Nottingham Forest. Ça devrait valoir le coup d'œil. On en reparle. Welcome to Bournemouth. Brooks! Middle Hudson might go the way for Wood. That's what he does. Ce sera donc à 16h, Bournemouth face à Nottingham Forest. On avait vraiment envie de parler de cette rencontre-là parce que ce sont deux équipes qui nous étonnent, qui nous surprennent, qui nous épatent. Et c'est pas depuis peu de temps, Fred, c'est depuis le début de la saison. Oui, parce que ces équipes, on ne les entendait pas aussi haut, puis elles ont des principes de jeu, elles n'en dérogent pas, elles profitent de la tendance, la grande mode, là, avoir le ballon, repartir de l'arrière, eux, ils n'en ont rien à foutre de la possession. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être efficace à la reconversion, et ça marche très très bien pour les deux, dans différents... Bon, d'un côté, on a un vrai neuf, qui te marque des buts tentés plus, et de l'autre, tu as une équipe qui va très très vite une fois qu'elle récupère le ballon. Donc ça fait du bien de voir un vrai style de jeu, qu'on n'en déroge pas, et surtout un style qui valorise chaque individualité. C'est ça le grand talent des deux entraîneurs. Bournemouth 7e, Nottingham 3e. C'est vraiment exceptionnel. Pour les Cherries, 10 matchs sans défaite. On va voir leur parcours parce que c'est quand même impressionnant. Cette régularité, Bruno, magnifique. Oui, mais vous imaginez un peu 10 victoires en 22 journées. United et Tottenham, c'est 7. 5 défaites seulement. C'est la moitié des Red Devils. Il faut tenir compte de ces équipes-là. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, que Vision du Jeu va nous donner des informations également sur ces équipes-là. C'est un bilan mais très, très impressionnant. Et je suis impressionné aussi par l'état physique de ces joueurs-là. Ça joue peut-être un peu moins que d'autres. Mais ça se voit et ça se ressent aussi sur les pelouses. Récemment, il y a quand même eu un 2-2 à Chelsea, une victoire encore le week-end dernier, 1-4 à Newcastle. Et puis n'oublions pas qu'ils ont perdu Solanke quand même. Maintenant, il y a un autre attaquant qui s'est mis en évidence ce week-end et qui s'est bien amusé. Hein. C'est Justin Kluivert. Un triplé, Fred. Et un beau triplé. Hein. On va revoir les images d'ailleurs. Oui, un triplé qui met en avant leur style de jeu. Et c'est ce que je vous disais, on a l'impression tous ces jours, on a pris une autre dimension parce qu'ils se sentent bien dans ce système. On sent qu'il y a de la confiance, dans leur entraîneur. Et ça, c'est un signe pour moi aussi que tu prends les mêmes et tu ne recommences pas, puisque d'une année à l'autre, tous ces joueurs sont nettement meilleurs. Donc ça veut dire que tout le monde croit au projet et qu'au départ, évidemment, s'ils sont en première ligue, c'est qu'au départ, ils ont du talent. Il n'y a pas que les pédos. Hein, ces buts-là, c'est exceptionnel parce que à partir du point de pénalty, c'est un finisseur très intéressant aussi. Mais là, il a marqué 10 buts jusqu'à présent, Kluivert. C'est son deuxième triplé. Il avait effectivement fait un triplé avec 3 pénaltys. C'était face à Wolverhampton. Au total, il a donc marqué 6 pénaltys. Ça nous amène, Chris, aux phases arrêtées de Bournemouth. C'est l'une des forces de l'équipe. Oui, et on l'a souvent évoqué, voilà, sur les phases arrêtées. Quand on travaille, tout le monde est à égalité, donc il faut essayer d'être un peu plus malin que son adversaire. Et là, il travaille beaucoup, puisque regardez, même contre Arsenal, qui sont les spécialistes, ils parviennent à déjouer en faisant une combinaison travaillée. Donc il y a un vrai travail qui est fait. Ils ont marqué 13 buts sur base arrêtée comme Arsenal, ce qui est vraiment une référence. Alors, il y a beaucoup plus de pénaltys que Arsenal, mais dans l'ensemble, dans ce domaine-là, ils sont très performants. Regardez cette combinaison travaillée. Elle est exceptionnelle, elle est à T+4. C'est la preuve qu'aujourd'hui, tous les clubs commencent à prendre du temps à l'entraînement pour pouvoir perfectionner ce domaine parce qu'il est tellement important. Il permet de revenir au score, il permet de prendre l'avantage et il permet de prendre ses points pour se sauver, les points pour l'accessite à l'Europe ou les points pour le top 4. Les phases arrêtées, c'est vraiment une de leurs forces. Force offensive donc pour Bournemouth. Au niveau défensif, Christian, ça donne quoi? On a vraiment le sentiment qu'il y a une mise en place rodée, très bien rodée même. Une équipe qui est bien en place peut encaisser beaucoup de buts en fait sur du jeu dominant, mais ils peuvent pas prendre de buts sur des reconversions rapides puisque fatalement eux ils sont beaucoup plus bas. Et sur phase arrêtée, comme on l'a dit, tout le monde est égal. Eh bien eux c'est la seule équipe qui n'a encaissé qu'un but sur transition rapide et c'est contre les spécialistes de la ligue. Liverpool. Donc c'est une preuve supplémentaire qui est mise en place, qui a un vrai travail de base et qu'après, ils bénéficient de cette efficacité offensive. Mais d'abord, bien être en place défensivement et ils le prouvent dans ce domaine. Ça veut dire qu'il faut connaître ses qualités, connaître ses limites, savoir ce que l'on sait faire et savoir ce qu'on
ne peut pas faire. Oui, et puis la force de l'engagement aussi. Parfois, quand on regarde certaines équipes comme Tottenham ou les Red Devils, dans certains moments d'un match où il y a une absence totale d'un collectif pour défendre, quand vous regardez ces joueurs-là aujourd'hui, l'osmose qui se passe et l'intensité qui est mise pour la récupération d'un ballon ou faire le gros dos devant son gardien, et puis les miracles arrivent parfois aussi. C'est impressionnant. Face à Bournemouth samedi, c'est donc Nottingham Forest, 3e de Premier League. Et là aussi, le parcours est tout à fait extraordinaire. 3e défense du pays, Nottingham, il ne faut pas l'oublier. 3e défense du pays. Sur les 8 derniers matchs, 7 victoires et un partage. Et le partage, on va le voir, c'est contre Liverpool, Fred. Ils ont pris quand même 4 points face à Liverpool. Oui, je pense que, évidemment, ils ont déjà joué 2 fois, mais c'est une grande référence. Mais là, c'est comme Southampton, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. C'est qu'on a des principes, on aime laisser le ballon et on sait comment faire mal à la récupération, tout simplement. Comme Bournemouth, c'est pas une équipe qui va aller presser dans le tiers adverse. C'est pour ça qu'ils sont rarement pris en contre. Et voilà, c'est du concret, c'est du solide. Voilà, c'est impressionnant. Voilà, vous le disiez, on n'encaisse pas beaucoup. On notera quand même qu'à Bournemouth, c'est la meilleure défense à domicile de Première Ligue. Aussi, parce que Bournemouth s'exprime beaucoup plus offensivement en déplacement, mais elle s'exprime très très bien à domicile. Donc ça va être un choc très intéressant, parce que Bournemouth, chez eux, ils encaissent très peu. Ils marquent très peu aussi. Voilà, on espère que ce sera un feu d'artifice, même si on n'en est pas sûr. Et du côté de Nottingham, vous en avez déjà parlé, Sels, 9 clean sheets, c'est le record en Première Ligue. Il est dans la forme de sa vie, lui. Il est dans la forme de sa vie, mais... Même s'il a encaissé lors des 2 derniers matchs. Il a préparé ça sur ces 10 dernières années, pour l'avoir vu quand il était à Anderlecht sur une voie de garage, quasiment, l'avoir vu travailler au quotidien. Chapeau à lui. Ce que je trouve qui est formidable avec ces 2 équipes, c'est que les coachs ont apporté quelque chose au niveau de la possession de balle, au niveau du jeu, mais ils ont gardé une identité assez british aussi, par moment dans le jeu. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Christian, c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs revanchards, Nottingham Forest, des joueurs qui se sont parfois un petit peu perdus, qui se retrouvent à nouveau à leur meilleur niveau. Et l'un des exemples, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, évidemment, c'est Chris Wood. 14 buts déjà marqués, c'est un bilan extraordinaire pour lui. Extraordinaire, mais on était quand même habitué à le voir dans des équipes où il était quand même le personnage principal offensif. Et quand il est parti à Newcastle, il n'a pas retrouvé ça. Et donc, il est de nouveau dans un club maintenant où il est important, où on compte sur lui. Et il est évidemment très productif puisqu'il a 33 ans, il marque 14 buts déjà. Mais surtout, il est, comme vous le disiez, un peu ce côté, comme disait Bruno, un peu ce côté british. Ben, il est très fort de la tête. C'est le meilleur buteur de la tête en Première Ligue cette saison. Il avait marqué 5 buts déjà l'année passée de la tête, comme Watkins. Cette saison, il est déjà à 5 et il reste encore un nombre important de matchs. Il est très performant. Voilà, c'est des équipes qui aussi peuvent compter sur d'excellents centreurs. Et donc, c'est très important, parce qu'on va le voir notamment plus tard avec Chelsea, l'importance du centre. Quand on a un bon joueur de tête comme ça, il faut en profiter et il le fait très bien. Fred, on aime bien parler des jeunes lorsqu'ils percent, mais on aime bien parler des anciens aussi, lorsque le poids des ans n'a apparemment pas d'impact sur eux. Mais non, mais c'est une cure de jouvence. Tous les jeunes qu'il a autour de lui, vous avez la qualité des centres, la qualité des assists. Il profite aussi de cela. Il y a beaucoup d'électrons libres dans cette équipe. C'est des gamins qui adorent jouer le contre et ça met une sorte de boxon, on peut dire ça, de boxon dans le rectangle adverse. 2025, on peut tout dire. Il faut le bordel, alors je peux dire aussi. Mais non, mais tu as tous ces joueurs qui viennent dans le rectangle, tu as tous ces centres qui viennent, c'est souvent de la grande qualité. Et lui, il profite de tout cela. 14 buts, c'était son total de l'an dernier. Il y est déjà. Et là, je pense qu'il y a aussi la patte de l'entraîneur. Il y a des joueurs qui matchent avec des entraîneurs et qui se révèlent, qui donnent beaucoup plus. Et il y a une particularité aussi, Christian, par rapport à cette équipe de Nottingham, c'est qu'elle n'a pas besoin du tout de la possession de balle pour obtenir des résultats. Mais non, c'est ce que Frédéric expliquait en début d'observation pour ce match-ci. Voilà, à un certain moment, on nous a tout le temps parlé du jeu dominant, de la mise en place, qu'il fallait avoir le ballon et tout. Bien voilà, regardez, je vous explique le tableau. Donc les 22 journées, les 22 adversaires, la possession de balle, et puis vous le voyez en graphique, le nombre de fois en vert où on a passé les 50% de possession de balle sur les 22 matchs. C'est seulement 4 fois, avec aucune possession de balle au-dessus de 50% en déplacement. Pas une seule fois la possession de balle de plus de 50% depuis la 10e journée, alors qu'ils ont continué à marquer et continué à faire d'excellents résultats. Et il y a 12 matchs sur 22 avec moins de 40% de possession de balle. Ça veut tout dire, c'est-à-dire que
Il l'a montré avec Wolverhampton. Il a eu plus de difficultés quand on attendait beaucoup plus avec Tottenham. Mais là, il est exactement dans son élément. C'est-à-dire, c'est un ancien gardien. Il sait comment défendre, il sait comment mettre en place. Et le ballon, il ne le veut pas nécessairement tout le temps. Mais quand il l'a, il est efficace et il marque de magnifiques buts, comme on l'a vu avec Wout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des équipes qui, comme cela, acceptent de se faire dominer. Mais dès lors qu'elles ont la balle, parviennent à se rendre efficaces. Et ce qui est particulier aussi du côté de Nottingham Forest, c'est que c'est une équipe qui a la faculté de prendre très souvent l'avantage. Mais c'est très important, ça, Fred. Ah ben, il vaut mieux ça que l'inverse. Et forcément, vu le football qu'ils ont décidé d'adopter, c'est primordial dans la série de résultats qu'ils font, puisque quand tu ouvres le score, normalement, tu as plus d'espace. Voilà. Mais pour faire leur football, il faut avoir une défense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais leur défense avec Milenkovic, Murillo, Sales, c'est quand même du très costaud. Hein. Il n'y a qu'Arsenal, hein, qui fait mieux en termes de buts marqués. Vous êtes difficile à battre, 4 défaites seulement. Vous êtes difficile à battre. Vous menez au score, l'adversaire, il a déjà un coup de marteau. Hein. Il va falloir déjà aller chercher 2 fois un score pour prendre les 3 points. C'est très, très important. Christian, ben oui, c'est mathématique, hein, tout simplement, et c'est d'une logique implacable. Lorsque l'on marque les premiers, ben forcément, le pourcentage de chances de prendre des points augmente, et ça met l'adversaire en difficulté. On l'a souvent évoqué avec Liverpool les saisons précédentes, où ils devaient toujours courir après le score parce qu'ils encaissaient les premiers dans le premier quart d'heure. Ici, eux, ils mènent au score et vous pouvez regarder sur les 20 fois où ils ont mené au score dans les matchs de cette saison, donc sur les 22 matchs, ils ont marqué 5 fois sur transition rapide pour prendre l'avantage et ils ont marqué 8 fois sur phase arrêtée. Donc, ils sont complètement cohérents avec le système qui est en place, mais en plus, ils sont efficaces. Et après, avec cette défense qui est très hermétique et qui est très bien positionnée, eh bien, voilà, ça leur suffit. Voilà. Mais ils doivent pouvoir marquer les premiers parce que quand ils encaissent les premiers, ils n'ont qu'une seule victoire. Donc, voilà, c'est bien comme ça. Forest a donc ouvert la marque 20 fois et sur ces 20 fois, 12 victoires et 5 partages CQFD, tout simplement. Hein. Oui. Bon, ça, c'est pas un accident, c'est du travail. Après, on l'a vu avec Newcastle qui flirte avec ou qui prend un top 4 et puis la saison d'après, il faut tenir. Il faut tenir évidemment pour être un grand, il faut tenir plusieurs saisons d'affilée. Mais déjà réussir ça sur une saison complète, mais c'est formidable. Mm-hmm. On est d'accord, donc ce sera une rencontre intéressante à suivre. Et parenthèse pour clôturer, Bournemouth, c'est maintenant Nottingham et puis il y aura Liverpool. Donc on va pouvoir jauger aussi la qualité. Effectivement, sur la durée, comme on l'a dit. Également, 2 équipes étonnantes que l'on sera curieux de voir à l'œuvre l'une contre l'autre. Ce sera donc samedi à 16h. Autre affiche. Là, ce sont 2 des gros calibres de la Première Ligue qui vont s'affronter. Manchester City et Chelsea. A battle of 2 shades of blue. Manchester City struggles. More drop points for Chelsea. One of the standout fixtures of football's calendar. Oh, what a goal! Simply stunning! This could be a blockbuster of a game. Les Sky Blues contre les Blues, c'est évidemment une très belle affiche aussi. City est 5e, mais avec 2 petits points seulement de retard sur Chelsea, qui est 4e. City peut donc intégrer le top 4, mais d'abord, avant de parler du match de samedi, on doit quand même dire un mot sur ce qui s'est passé hier en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Là-bas, à Paris, c'était 0-2 à la 55e pour City. Boum, défaite 4-2, Bruno, mais c'est à nouveau catastrophique. Ils sont presque éliminés de la Ligue des Champions. Ils doivent battre Bruges pour encore continuer leur parcours. Pour avoir vu la rencontre hier, c'est absolument abominable ce qui se passe là. Et c'est pas la première fois de la saison que ça leur arrive, mener au score. Bon, face à une équipe, évidemment, Paris, c'est quelque chose aussi quand ça joue, quand ça déroule. Mais c'est un score très, très sévère. Hein, très, très sévère. Ils se font rejoindre tout le temps, ou presque tout le temps, très souvent en tout cas. Ils ne parviennent pas à tenir un résultat. Rappelez-vous Feyenoord, le derby de Manchester, il n'y a pas si longtemps, à Brentford. Mais je vous dis 9 fois. Ok. 9 fois ils ont mené et ils n'ont pas gagné, toutes compétitions confondues. C'est le pire bilan de toutes les équipes de Première Ligue.
Et donc, ce qu'on a vu hier, c'est une équipe sans capitaine, sans... Enfin, je trouve que hier, c'est le symptomatique. On parle tout le temps de Rodri, mais hier, tu mènes 0-2. Je vous le dis, je me trompe sûrement, comme d'habitude, mais si Rodri est là, ça n'arrive jamais. Mais tous les autres qui doivent gagner des duels qui ne sont pas habitués à devoir gagner, tous les ballons qu'il faut récupérer, toutes les fautes qu'il faut faire, il n'y a personne qui sait faire. Je pense que leur problème, c'est pas technico-tactique ou des trucs comme ça, c'est mental, c'est psychologique, voire psychiatrique. Cette équipe a sombré totalement. Et les guides, là, qu'est-ce qu'il a sorti les premiers? C'est De Bruyne et Kovacevic. Le cœur du jeu, là, où on doit garder le ballon. Avant, cette équipe, elle menait, elle prenait le ballon, tu ne le revoyais plus, au revoir, merci, 3 points. Elle ne sait plus le faire. Donc, franchement, c'est très inquiétant. En même temps, c'est pas grave, ils ont assez gagné, mais... Il les oublie dans la défense, sur phase arrêtée, les oublie dans une défense. Hier, ils ont sombré. C'est devenu, je crois que je l'ai déjà dit ici, une équipe banale. Oui, mais ça fait des semaines qu'on dit ça. Alors, il y a eu un petit mieux, et puis là, on a l'impression, avec la rencontre d'hier, qu'ils replongent encore plus bas, peut-être, que là où ils étaient. Même en championnat, c'est 11 victoires en 22 journées. Imaginez un peu. 11 matchs sans gagner. C'est unique. Qui peut être champion d'Angleterre avec 6 défaites? Il n'y a qu'en Belgique qu'on peut être champion avec 6 défaites. Ils ne seront pas non, champions. Ils ne seront pas. On ne peut pas être dans un grand championnat champion avec 6 défaites. Mais je ne sais pas si c'est un détail, mais hier, Guardiola fait un changement sur une phase arrêtée contre lui. Personne, aucun entraîneur ne fait ça. Et ils encaissent le 3-2. Et c'est Stones qui est trop court, qui vient de monter au jeu. Je crois que même ça, on perd un peu la tête, on en oublie tous les principes, les fondamentaux. Aucun entraîneur ne fait jamais de changement quand il y a une phase arrêtée contre eux. Et Pep, il fait ça, et boum, ils encaissent le 3-2, au revoir et merci, t'es battu. C'est vraiment surprenant ce qui se passe du côté de City. Bon, l'actualité de City, c'était le match d'hier, ce sera le match de samedi, mais il y a aussi l'actualité du mercato, c'est-à-dire l'arrivée de 2 nouveaux joueurs, 2 nouveaux défenseurs, l'Ouzbek Kuzanov, qui vient de Lens, et le Brésilien Reis, qui vient de Palmeiras. C'est une habitude de Guardiola de dépenser des sommes très importantes pour des défenseurs. Regardez sur cette infographie, les montants, c'est pas la première fois qu'on le dit. Ben non, c'est depuis Compagnie. C'est avant Pep même. City a toujours essayé de remplacer Compagnie. Ils ont mis des folles, mais de folie. Ben là, il n'y a peut-être pas tous ceux même avant Guardiola, mais je pense que c'est le secteur où ils ont le plus dépensé. Kyle Walker, parenthèse, prêté à Milan. Oui. Surtout parce qu'il y a des problèmes personnels dans sa vie aujourd'hui qu'il quitte l'Angleterre. Mais ce sont quand même des montants astronomiques pour avoir quand même parfois, voire souvent ces derniers temps, une défense fébrile. C'est-à-dire qu'il faut, je pense... qu'il faut un taulier derrière, quoi qu'il arrive. Compagnie, il a été pendant des années. Là, c'est plus Diaz. Comme par hasard, cette année, il a été blessé. Tous les autres, c'est plus des jours de complément avec un vrai Chiat-Gart, là. Stones, ils avaient beaucoup d'espoir à l'époque où ils ont été chercher à Everton, mais malheureusement... Et il s'est affirmé quand il jouait plus dans l'autre jeu que derrière. Oui. C'est ça le paradoxe. Donc voilà, c'est un secteur où je trouve que... Souvent, ils réussissent, mais là, c'était pas vraiment cela. Et les 2 qui viennent, c'est très jeune. Très jeune, 19 et 20 ans. Très peu d'expérience. Je crois que l'Ouzbek, là, il a 21 matchs de Ligue 1, c'est tout. Oui, pas plus. Et le gamin de 19 ans qui vient du Brésil. 18, je pense. Voilà, donc c'est un gros pari, mais c'est aussi symptomatique. Cette équipe est vieillissante. Voilà, on commence à peu chercher un peu plus jeune. Il faut régénérer cette équipe qui a l'air complètement sur le déclin. Bon, allez, City a connu évidemment un mois de novembre et un mois de décembre absolument catastrophiques. On s'était dit, jusqu'à hier, ça va un petit peu mieux. Bon, pour rester dans le positif, il y a eu cette victoire 0-6 à Ipswich avec un Doku et un De Bruyne qui ont soigné leur stats. 1 but et 1 assist pour Doku, 2 assists pour De Bruyne. Ok, voilà, mais bon. Ouais, c'est Ipswich. C'est Ipswich. Il faut à un moment donné remplir sa carte face à des équipes d'un autre calibre, évidemment. Mais c'est là. Et puis il y a assist. Il y a des passes, il y a des passes qui deviennent des assists, on se demande. Mais bon, c'est la règle, on va permettre tout ça. Vous avez toute l'équipe d'Ipswich qui se trouve quasiment dans son propre rectangle et qui laisse encore de l'espace. C'est Ipswich. Mais je pense que, je vous disais tout à l'heure que c'est mental, voilà, ils ont été très vite en confiance et ils ont déroulé. La qualité de l'adversaire, c'est plutôt une qualité de championship, d'accord. Mais une fois qu'ils sont un peu sur d'eux, que le ballon voyage bien, ben, ça redevient un truc inarrêtable. Mais malheureusement pour eux, il y a eu le match d'hier où les doutes sont revenus encore plus vite qu'ils n'étaient partis. On ne saura sans doute jamais, mais quelque chose a mis cette équipe, voire ce club KO. Et de temps en temps, à la moindre bousculade, il y a l'équipe a un genou à terre.
Et on l'a vu en Ligue des Champions, on le voit dans des matchs compliqués maintenant. Après, Chelsea reste sur un 5 sur 15. Est-ce que l'état d'esprit chez les Blues aujourd'hui va inquiéter City? On aura la réponse très vite. Mais il y a quelque chose de fragile qu'on n'a jamais connu chez eux. Avec des hauts et des bas sur les dernières semaines, parce qu'il y a eu des matchs qui étaient meilleurs, mais là, effectivement, hier, c'était un gros problème. Christian, pour en revenir à Jérémy Doku, je crois que vous avez quand même envie de mettre un bémol, ne fût-ce que par rapport à la prestation qui était bonne, évidemment, face à Ipswich, sans sous-estimer ses qualités. Non, on a tous fait le constat. On a vu évidemment qu'il a énormément de qualité, qu'il était apprécié et qu'il était demandé partout quand il était jeune. Mais là, on a essayé de voir, puisqu'il revient un peu en forme comme ça, malgré qu'il n'était pas dans les 21 pour le match d'hier, il était quand même écarté. J'ai regardé un peu quelle était son efficacité. Alors voilà, il est très efficace contre des équipes moyennes et des équipes du bas de classement. Mais contre le top 6, c'est vraiment très peu. Il a une passe décisive contre Aston Villa la saison passée. Et cette saison, dans le match où vraiment Nottingham Forest a sombré avec 3-0, il a été un des artisans de cette victoire. Mais regardez dans l'ensemble, c'est toujours contre des équipes qui luttent pour la relégation ou des équipes un peu comme West Ham, comme Brighton, comme Bournemouth l'année passée, qui n'était pas aussi bon que cette année. Donc il doit, comme dit Bruno, il faut remplir la carte. Il faut que cette carte devienne un peu plus conséquente et qui devient un peu plus décisif dans des matchs du top où là, il est souvent effacé. Hier, il n'était pas dans le groupe parce qu'il n'était pas à 100%, paraît-il. Mais c'est vrai, quand on voit ces stats-là, on se dit il doit encore progresser, Fred. Peut-être être capable de varier un petit peu son jeu aussi, non? Oui, c'est la première ligue, c'est du très haut niveau. Donc il joue contre des gens qui savent comment y faire. En plus, cette année, l'équipe ne tourne pas. C'est un peu à l'image du collectif, j'ai envie de dire, qu'on n'y arrive plus. Mais s'il est là, c'est qu'on considère qu'il peut apporter quelque chose. Ça peut être surprenant, un joueur qui aime bien faire des contrats alors que Guardiola sait faire des passes. À partir du moment où il achète un vrai neuf avec Haaland, on peut se dire qu'il essaye peut-être de se réinventer. Donc laissons le temps au temps. C'est vrai que parfois c'est spectaculaire, et que souvent ça rapporte pas grand-chose. On est d'accord là-dessus. Autre chose, Christian, quand on observe les stats de City, notamment par rapport à la saison passée, on constate qu'il y a quand même une sérieuse régression en ce qui concerne les phases arrêtées offensives. Oui, et surtout que c'est la tendance, c'est que tout le monde y travaille avec des spécialistes qui passent beaucoup de temps d'entraînement. On l'a vu dans l'explication du match précédent. Mais eux, par contre, ils étaient à 24 buts la saison passée sur phase arrêtée. Ils ont marqué que 6 buts depuis le début de la saison. Donc, ils sont passés de 25% à un but sur 4 à pratiquement un but sur 8 ou un but sur 7 sur phase arrêtée, avec seulement un penalty. Ça, c'est aussi révélateur par rapport à la saison passée où ils avaient reçu 9 penalties, vous avez marqué 9 penalties. Donc, c'est aussi symptomatique de ce qui ne va pas bien pour le moment. Mais cette option qui est tellement importante et qui devrait au moins être en efficacité une fois sur 4, ne l'est pas pour le moment. Et avec justement le meilleur buteur de cette équipe qui est Gvardiol, c'est un peu bizarre. Et là aussi, c'était aussi déjà en plus une phase un peu avec une circonstance favorable sur le centre de Kevin De Bruyne. Voilà, cette équipe doit reprendre aussi des aspects aussi simples que la phase arrêtée. Oui, parce que ce sont quasiment les mêmes joueurs. On ne désapprend pas à jouer les phases arrêtées, Fred. Non, mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'ils en provoquent toujours autant, vu qu'ils sont beaucoup moins dominateurs et qu'ils ont moins d'aisance, on tente moins de choses, voilà. Mais quand on voit la tendance globale, l'importance que ça prend et eux qui régressent, effectivement, ça participe au fait qu'ils ont une saison entre guillemets catastrophique. Il y a beaucoup de questions du côté de City. Il n'y a pas beaucoup. Il y a De Bruyne en fin de règne là aussi. Ça joue aussi. Venons-en à l'équipe de Chelsea qui a longtemps été considérée comme un rival potentiel de Liverpool pour le titre. Est-ce que c'est encore le cas? Parce que les Blues, ils ont quand même traversé récemment une sacrée période de doute. Leur coach l'a dit tout de suite, on n'ambitionne absolument pas le titre. Oui, mais lui, c'est forcément... Équipe jeune, mais après, à un moment donné, on s'est dit qu'il sortirait que très difficilement du top 4, mais quand vous faites un bilan comme celui-là, ça s'appelle, oui, en effet, le titre est bien choisi, ça s'appelle une période difficile. Après... Un 5 sur 15, ça vous refroidit, parce que derrière, ça joue aussi derrière. Bon, ils se sont ressaisis le week-end dernier face à Wolverhampton 3, mais entre guillemets, ce n'était que contre Wolverhampton. On peut dire ça aussi, Fred. Oui. C'était pas facile quand même.
Ben, ça joue bien, Ouais. mais bon, ça encaisse beaucoup. Non, mais c'est inévitable, je trouve, parce que n'oublions pas que c'est quand même la moyenne d'âge la plus jeune de Première Ligue. Donc on le répète à chaque fois aussi, mais une saison de Première Ligue, c'est terriblement long, usant, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Et voilà, donc cette équipe, elle est jeune, elle a déjà épaté tout le monde. À partir du moment où Jackson ne marque plus comme au début de saison, Cole Palmer, je ne sais pas s'il est toujours aussi efficace, j'en suis pas sûr. Un peu moins. Donc voilà, ils sont fort dépendants de ce supplément de talent et de classe qu'ils ont là devant. Voilà. Mais moi, c'est pas trop grave parce qu'on dit que cette équipe est jeune. Oui, et je pense qu'ils sont en avance sur leur programme. Ils sont encore en train d'élaguer leur noyau. Il y en a encore 3-4 qui vont dégager. Parce qu'au début, c'était vraiment très, très large. Ils louaient 40 joueurs par an. Voilà. Oui. Donc, ils sont un peu en avance sur le programme, je pense. Après, on prend goût au top 4. Hein. Il faut y rester. À propos de Chelsea, petite remarque quand même. Le programme de Chelsea à l'extérieur, les Blues ne vont jouer quasiment que contre des équipes du top 11. Bon, à domicile, ce sera plus facile, mais il va falloir aller chercher les points à l'extérieur. Oui, et là, ils en sont à 2 sur 9 en 2025. Donc, ils n'ont pas encore gagné en déplacement, alors qu'avant, souvent, leur jeu faisait merveille en déplacement. Christian, en particularité aussi concernant les Blues de Chelsea, c'est le peu de buts marqués suite à un centre 6, ce qui est quand même très peu pour une équipe qui a de l'ambition. Oui, quand on dissèque les différentes catégories qu'on doit remplir pour pouvoir, sur l'ensemble d'une saison, être performant, on l'a vu avec Manchester City, c'était les phases arrêtées. Ici, si on prend pour une équipe qui doit jouer le top 4, donc il y a une part de domination, on ne peut pas se priver des flancs. Or, cette équipe ne marque pas sur centre. Il y a 2 mois, je crois, on avait fait une infographie sur les catégories où il y avait une marque de progression et ils avaient marqué 4 buts sur centre et 2 mois et demi après, on est à 6. Donc, si vous voyez ce tableau, j'ai pris en fait le classement des équipes les plus mauvaises sur centre en Première Ligue cette saison. Et en fait, Chelsea est 14e dans cette liste. Alors, vous voyez toutes les autres équipes, à part Nottingham Forest, ce sont toutes des équipes qui jouent le bas de classement et donc qui ont beaucoup moins de possession, donc beaucoup moins de chances de passer par les flancs et de donner des centres. Mais eux, ils doivent avoir un pourcentage important dans ce domaine-là parce que l'adversaire qui vous reçoit ne peut pas se dire qu'il n'y a qu'un passage par l'axe dans le jeu rapide avec des face-à-face. Ils doivent pouvoir avoir une option différente, une option alternative, de pouvoir positionner des joueurs offensifs sur les flancs et d'être capable d'ajuster comme Nottingham Forest le fait. Et ironie du sort, on va le voir, le meilleur buteur sur centre, c'est Marc Cucurella, qui a marqué ses 2 buts avec Chelsea depuis qu'il est arrivé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ben oui, on reste avec vous, avec les images, Christian, parce que Cucurella, alors on l'adore, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui a un tempérament extraordinaire. Mais oui, c'est forcément le signe d'une lacune de l'équipe en général. Le meilleur joueur, le meilleur donneur d'assist, c'est Pedro Neto et il joue pas énormément. Et le meilleur buteur sur centre, c'est Cucurella. Et normalement, il faut vraiment des circonstances incroyables pour qu'il se retrouve dans cette position-là. Donc ça veut dire en fait qu'il y a des joueurs offensifs qui ne font pas le travail, ou peut-être que la conception de l'entraîneur, c'est de ne pas passer par les flancs et de donner des centres. Mais dans une observation à travers les saisons, c'est un système, une catégorie, c'est inconcevable pour une équipe du top 4 de ne pas marquer sur centre. Il y a évidemment Palmer, on le disait, peut-être un petit peu moins performant, mais lui, il occupe tellement la place, là, dans l'axe. Il attire tellement les ballons. Et en même temps, il est tellement bien tenu aujourd'hui. C'est plus difficile de s'exprimer. Puis il commence souvent sur le flanc, il termine très souvent dans l'axe. Ce sont beaucoup des joueurs là devant, des joueurs de 1 contre 1 qui aiment aller provoquer, aller dribbler. C'est pas forcément des joueurs de débordement. Et puis, est-ce qu'ils jouent avec des contrariés? Parce que si vous jouez avec des contrariés sur les flancs, leur réflexe c'est de rentrer dans le jeu pour aller tirer de leur bon pied. Donc c'est plein d'aspects qu'il faut. Voilà, mais c'est évidemment un plus de pouvoir varier sa façon de marquer des buts. On est d'accord. Vous vous souvenez du match aller entre ces 2 équipes-là? Oui. Oui, 0-2, premier match de la saison. Exact, 0-2 pour City sur le terrain de Chelsea. Et ce jour-là, on disait, c'est reparti, City va être champion avec 20 points d'avance. Vous d'ailleurs. Moi. Vous aussi. Moi pas. C'est vrai, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis lors, mais c'est pour ça aussi que cette rencontre-là sera intéressante. Allez, on en arrive à la fin tout doucement de cette émission, et comme d'habitude, on va vous remontrer le programme complet de cette journée de compétition. Nos rendez-vous
en tout cas. Goals of the Day, samedi 15h45 avec Liverpool face à Ipswich comme match fil rouge. Le choc, on en a parlé entre Man City et Chelsea, on le fera ensemble, Fred, hein, avec plaisir. Et le lendemain, Tottenham, bon, on n'en parle plus beaucoup, mais vaut peut-être mieux ne plus trop en parler à l'heure actuelle. Leicester est en grande difficulté. Villa face à West Ham, Fulham face à Manchester United. Vous serez sur quel match, Bruno? Aston Villa. Ok, face à West Ham. Ok. C'était West Ham? Oui. Oui, c'est bien ça. Ok. Avec Christian, peut-être, sur quel match vous serez, Christian, pour l'application Discord? Et puis, est-ce qu'elle a bien fonctionné durant les fêtes de fin d'année? Je me suis dit, il y a beaucoup d'abonnés qui sont en congé, qui seront peut-être encore plus devant leur télévision. Est-ce que ça a été le cas? Oui, on est de plus en plus d'abonnés actifs pendant les matchs, mais c'est surtout ce qui a augmenté encore, c'est l'interaction entre eux, où ils se charrient un peu gentiment, mais voilà, ils se motivent aussi et ils se donnent souvent rendez-vous. Donc moi j'observe un peu ça plutôt de loin et de temps en temps j'interviens avec eux, mais je serai sur votre match, Philippe et Fred, entre Chelsea et Manchester City. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Christian, merci à Fred, merci à Bruno. On vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, X ou Instagram, si ce n'est pas encore le cas. Passez une belle fin de semaine, un bon week-end foot sur vous Sport World. À très bientôt. Bye bye. Nouvelle journée de Première Ligue ce week-end sur vous Sport World. On commence samedi par le Goals of the Day dès 15h45 avec Bournemouth contre Nottingham Forest, les Seagulls de Brighton qui reçoivent les Toffees d'Everton, le déplacement d'Ipswich chez les Reds de Liverpool, la réception de Newcastle par Southampton, sans oublier Wolverhampton, Arsenal. Et dès 18h20, suivez le choc entre Manchester City et Chelsea. Ensuite, dimanche à 14h55, vivez Tottenham face à Leicester. Puis, à partir de 17h25, profitez de la visite de West Ham à Aston Villa. Enfin, dès 19h55, clôturez votre week-end par Fulham, Manchester United. La Première Ligue, c'est à vivre en exclusivité sur vous Sport World.